Bonjour, très heureux de vous retrouver comme chaque mardi matin à partir de la station régionale de Constantine en espérant vous accompagner dans votre petit déjeuner, petit café, Inch'Allah, qui va nous accompagner dans ce Bonjour d'Algérie qui va s'intéresser, on se colle un peu à l'actualité puisque aujourd'hui c'est la journée mondiale de la lutte contre le cancer, le 4 février, et donc c'est tout un branle-bas de combat pour la sensibilisation et surtout pour essayer d'attirer l'attention sur cette maladie qui touche de plus en plus de personnes. Le docteur Haderbash Ouided, qui est oncologue, radiothérapeute, au CHU de Constantine, viendra nous en parler. Ensuite, dans la deuxième partie de l'émission, on parlera de l'association Waha. L'association Waha qui est devenue célèbre aussi dans la prise en charge, non pas des malades, mais des familles des malades qui accompagnent, les malades du cancer. Et aussi, chemin faisant, ils ont ouvert quelques structures pour prendre en charge et aider surtout les malades. Donc le président de l'association, M. Ahmed Zemmouli, viendra nous parler des activités, surtout qu'ils ont programmé 2 semaines d'activités intenses à l'occasion de cette journée mondiale de lutte contre le cancer, mais aussi qui se terminera le 15 février, qui est la journée mondiale de la lutte du cancer chez les enfants. On terminera avec, dans la dernière partie de l'émission, on terminera avec la formation professionnelle, puisque dans quelques jours, dans quelques jours, c'est la rentrée de la 2e session, parce qu'il y a 2 sessions dans la formation professionnelle. Monsieur Djoudi Refer, directeur de la formation professionnelle de la wilaya de Constantine, viendra nous donner le programme des nouvelles filières, des structures, des modalités d'inscription. Voilà. C'est le programme complet. On va faire un petit tour sur la ville de Constantine avec la belle voix du Cheikh Mohamed Tarek Fergani, Rabbi yarhamou. حين وصلت لمدينة الهوى عقلي طاير أقدمت على الموت في رضا نجمة مرادي وانا دخلت انا عقب الظلامي قصة رفيقي وصاحبي. Et on ne s'en lasse pas de toujours survoler Constantine avec cette belle chanson, le Bourri, qui est une chanson bien du terroir constantinois, puisque c'est une histoire qui s'est déroulée à Constantine et qui a été chantée. Ça, c'est pour perpétuer la tradition. C'est un peu pour attiser votre curiosité pour écouter cette belle chanson. Allez, mais on ne va pas parler de chanson, on va parler de concert, parce que le sujet est assez sérieux. Docteur Haderbash Ouided, merci d'être là. Marhaba bik. Bismillahirrahmanirrahim. Merci à vous. Bonjour et je vous remercie pour votre invitation et j'espère que ce sera un moment fructif et bénéfique pour nos téléspectateurs et nos téléspectatrices. C'est très important de parler de la maladie parce que, vous savez, le cancer, il y a quelques années, était un sujet tabou. Pratiquement. On n'osait même pas en parler. C'est vrai. À la limite. Mais c'est vrai que pourquoi tabou? Parce que, comme on ne connaissait pas comme maladie, c'était pas encore totalement identifié, c'était nouveau, le cancer, même si la Ligue mondiale contre le cancer existe depuis une centaine d'années, mais vous savez, chez nous, quand on a quelque chose de nouveau, on a peur. Parce que c'est comme la Covid. Mais après, maintenant, je crois que c'est autre chose. Alors, expliquez-nous d'abord, c'est quoi le cancer? Bon, pour ce qui est de ce n'est pas un sujet de tabou, je pense que c'est pas vraiment un tabou, c'est beaucoup plus un sujet effrayant. D'accord. C'est-à-dire les gens n'en parlent pas par peur, mais pas parce que c'est quelque chose de, je sais pas, gênant ou quelque chose comme ça. Vous savez, il y a beaucoup qui ne déclaraient pas qu'ils avaient un cancer. Jusqu'à maintenant, on a des patients qui ne déclarent pas leurs proches, etc. Justement. Le cancer, c'est une maladie actuellement elle est considérée comme étant une maladie chronique. C'est quoi? C'est une cellule normale qui devient anarchique à un certain moment de la vie. Ou à cause de plusieurs facteurs, elle devient, on va dire avec un terme un peu basique, elle devient folle.
Voilà, un coup de folie d'une cellule qui se perd. Qui devient une cellule qui ne répond pas au mécanisme normal de processus de division cellulaire. Ce qui fait qu'elle devient anarchique, elle se subdivise de manière anarchique et elle est incontrôlable par les mécanismes du corps justement. Donc elle sort du contrôle du corps, ce qui fait qu'on ne peut plus rien contrôler dans cette cellule. C'est ça le cancer. Ça, le cancer, c'est une cellule qui est en nous. Ça veut dire qu'on ne l'importe pas. Donc ça veut dire que c'est pas, voilà, c'est pas comme le virus qui se transmet, c'est pas contagieux. Voilà, du corps normal qui à un moment de la vie, elle se transforme et devient une cellule folle. Donc si c'est une cellule qui est dans notre corps, ça veut dire qu'il y a plusieurs formes. Ça veut dire que ça peut toucher toutes les... Toutes cellules du corps, tout organe, bien sûr, tout tissu. Tous les organes peuvent être touchés. Bien. Ça, c'est la première information. Mais comment cette cellule devient folle? Qu'est-ce qui la rend folle? Ça dépend du cancer. Voilà. Ça dépend. Par exemple, ça dépend des facteurs de risque, justement. À un certain moment, par exemple, il y a parmi les causes une inflammation chronique. Il y a une infection virale, justement. Parmi les facteurs, il y a une malvie. Ça peut amener, parce que c'est une maladie un peu psychosomatique. Le stress. Le stress. Le stress, bien sûr. Actuellement, ils sont en train de parler d'hypercortisolémie. Donc, parce que le stress, il induit une augmentation du cortisol, à forte que certaines cellules soient constamment sous l'impression justement cortisolique. Donc, à un certain moment, elle peut se transformer. Parmi les cancers, ça dépend de la localisation de cancer. On ne peut pas parler de cause en général. Il faut préciser quel cancer pour dire à peu près les facteurs de risque. Par exemple, si on prend par exemple le cancer du col utérin, les infections à HPV, Human Papillomavirus, peuvent entraîner une apparition d'un cancer du col utérin. La multiparité, c'est-à-dire les patientes ou les femmes qui ont beaucoup d'enfants. Le niveau socio-économique bas, ça fait partie. La pauvreté. La pauvreté. La pauvreté peut induire... Et aussi, peut-être quand on est trop aisé aussi, il y a des maladies de riches qui peuvent se transformer. Ça dépend. Rarement. Ça dépend. On va dire. Mais et quel est le cancer le plus fréquent? Je pense dans le monde entier, c'est le cancer du sein. En Algérie, c'est le cancer du sein. Le cancer du sein, c'est la première localisation cancéreuse. Même si je crois qu'il est crânement, puis surtout la concurrencé par le cancer du côlon qui est de plus en plus fréquent. Mais pas autant que le... Pas autant que le sein. Ça, c'est peut-être ce que vous recevez au CHU. Vous recevez probablement beaucoup plus... ce qu'on reçoit, et selon les statistiques, des différents registres, le cancer du sein prédomine sur toutes les localisations, malheureusement, actuellement. Malheureusement. C'est pour ça qu'il y a tout un mois dédié au cancer du sein, l'Octobre Rose, qui est un sensibilisation, et où l'on voit beaucoup d'actions, notamment des associations, mais aussi des médecins qui alertent, qui montrent les gestes que l'on fait pour campagnes déterminer. De dépistage. Alors, mais le plus mortel, je crois que c'est le pancréas. Le plus mortel, je pense que tous les cancers sont mortels, ça dépend du stade. On ne peut pas dire le pancréas, ça dépend du stade et du type du cancer. Parce qu'il y a certains cancers, quel que soit le stade, on les appelle les cancers agressifs. Quel que soit le stade, on ne peut rien faire. Même si c'est un stade précoce, on traite bien, on opère, etc. Mais malheureusement, pour le moment, ils font partie des cancers agressifs, comme ce qu'on appelle les sarcomes. Quels que soient les sarcomes, malheureusement, même si on les opère, même si on les diagnostique à un stade précoce, mais ils restent redoutables, vu que pour le moment, ils n'ont pas encore trouvé une thérapeutique qui est vraiment efficace. Même s'il faut reconnaître que, par exemple, la prise en charge de la maladie s'est fait de mieux en mieux. Et, vous savez, j'ai reçu ici des oncologues et des radiothérapeutes qui me disent qu'il y a des patientes touchées du cancer du sein qu'elles ont traitées il y a 30 ans et qui sont toujours en vie. Donc ça veut dire que je vois en consultation des contrôles des anciennes patientes, des patientes qui se sont fait traiter des années 90, même des années 80,
à cette période, il n'y avait pas de radiothérapie à notre niveau, ils se sont fait traiter ailleurs, mais on les voit toujours en contrôle. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas se dire que c'est la fin du monde. Voilà. Non, ce n'est pas la fin du monde, ce n'est pas une maladie mortelle. Ça dépend du stade du diagnostic, ça dépend du type du cancer. Mais on ne peut pas dire, enfin d'habitude, chaque jour, moi je dis à mes patientes ou mes patients qu'avoir une maladie cardiaque, par exemple, je pense que c'est plus astreignant qu'un cancer. Un cancer, si on le diagnostique à un stade précoce, il est traitable, on le traite et c'est bon. Certainement, c'est une maladie chronique et le patient ou la patiente, elle restera en surveillance toute sa vie. Mais c'est bon, une fois le parcours est fini, on a terminé tous les traitements, on peut retrouver une vie normale. Par contre, je le dis souvent, un cardiaque ou un insuffisant rénal, malheureusement, il va passer toute sa vie à être... Il va rester cardiaque toute sa vie, c'est une maladie et handicapé, voilà. On peut dire ça, ou l'être... Bah oui, on en parlait dans l'émission, le plus grand exemple est le cycliste Armstrong, oui. Qui a fait un cancer avant et après qui a gagné plusieurs compétitions. Donc ça, c'est un exemple de guérison. Ça veut dire que le cancer n'est pas une fatalité. Non, on peut en survivre et on peut vivre aisément. Donc, mais quels sont les moyens de prévention? Comment peut-on éviter le cancer? Bon, ça dépend toujours des localisations. On ne peut pas généraliser. Par exemple, on va dire peut-être un seul facteur commun à tous les cancers à peu près. Actuellement, d'après ce qu'on observe, ce qu'on perçoit, il faut avoir une vie plus ou moins saine. C'est-à-dire il faut être moins stressé possible, avoir une nourriture la plus saine, la plus équilibrée et un mode de vie sain. On va dire ça. Mais pour dire telle ou telle prévention, il faut caractériser les par cancer. Par exemple, le cancer du sein. Chaque cancer a ses facteurs de risque. Le cancer du par exemple, le cancer du sein. Du sein. Parmi les facteurs de risque. Vous me dites bien manger sainement et cancer du sein, la relation est un peu difficile à faire. Un peu difficile, justement. C'est pour ça que je dis que chaque cancer a sa propre méthode de prévention. On peut alors, on va parler du cancer du sein puisque c'est le plus fréquent en Algérie. Donc, alors les facteurs pour éviter, ça c'est pour... Justement. On doit d'abord connaître les facteurs de risque et donc on va essayer de les éviter. D'accord. Parmi les facteurs de risque du cancer du sein, c'est tout traitement hormonal. D'accord. Il faut savoir ce qu'on prend comme traitement. Par rapport à la nourriture, parce que actuellement ou bien dernièrement, j'ai constaté qu'il y a une fréquence augmentée chez les jeunes patientes, c'est-à-dire qui ne présentent pas les facteurs de risque, comment dirais-je, théoriquement. Oui, parce que l'âge est un facteur de risque, puis on prend. C'est pas par rapport à ça. C'est-à-dire, normalement, le cancer du sein, il survient chez une patiente qui est nullipare, c'est-à-dire qui n'a pas eu d'enfants ou qui a eu des enfants à un âge avancé. Par exemple, des patientes qui ont un cancer du sein dans la famille, c'est-à-dire il y a des formes héréditaires, justement. La nulliparité, un traitement hormonal, justement, par exemple pour avoir des enfants ou quelque chose comme ça, une ménopause tardive, c'est-à-dire son corps il est resté sous l'impression hormonale un bon moment. Par contre, aujourd'hui, on observe ou bien on a constaté qu'il y a de jeunes femmes qui ne sont pas mariées, qui n'ont pas eu d'enfants, et quand même, elles ont développé un cancer du sein. En faisant un tout petit interrogatoire, parmi les trucs que j'ai constatés, actuellement, les jeunes femmes, pour avoir un certain corps ou avoir un truc, elles sont en train de prendre des suppléments alimentaires, justement, ou certaines recettes, je sais pas... Bah oui, c'est vrai que... Justement, je l'ai constaté parce qu'on ne trouve aucun facteur de risque dont la théorie parle. Donc, on se demande pourquoi est-ce qu'un cancer peut survenir chez une jeune femme de 22 ans ou 25 ans, alors qu'en réalité, elle n'a pas de facteur de risque. Elle n'a pas les facteurs de risque. Enfin, ça veut dire que les compléments alimentaires, il faut faire attention. Les compléments alimentaires et les recettes, c'est-à-dire cette tendance à suivre certaines habitudes pour avoir un tel corps, etc. Ou c'est des recettes alimentaires à base d'hormones, justement. Elle entraîne une augmentation des hormones du corps. Justement, je pense les oestrogènes, c'est pour ça qu'elle augmente le risque de développer un cancer chez
chez ces jeunes patientes, justement. Et actuellement, à chaque fois que j'ai une jeune patiente, j'essaie d'approfondir un petit peu l'interrogatoire pour avoir, et j'ai trouvé quand même des patientes qui sont en train de prendre justement ce genre de recettes. Ça veut dire qu'on ne doit pas changer son mode alimentaire ou prendre des recettes spécifiques sans consultation. Suivre la tendance pour avoir un corps plus ou moins féminin d'après leur et surtout ne pas acheter ce genre de... je sais pas, moi je vais appeler ça marmelade, mais c'est des... on ne sait pas ce que c'est, qui sont fabriqués d'une manière traditionnelle. Justement, actuellement, à force, j'ai certaines informations maintenant sur certaines herbes qui entraînent une augmentation des hormones de la femme, de l'oestrogène justement. Par exemple, quelle plante? Par exemple, d'après les trucs... maintenant, elles prennent du mérimia, elles prennent ce qu'on appelle le berdrouche, sous forme de tisane pour changer la forme de leur corps, pour avoir une pratique plus développée, etc. Mais malheureusement, à force de les prendre, on risque de développer un cancer. Donc voilà, ne prenez pas n'importe quelle tisane. Ne pas suivre n'importe quelle, je sais pas, recette sur YouTube ou quelque chose comme ça, juste parce que c'est la tendance. C'est pas tout ce qu'on voit dans les réseaux sociaux est valable. Là. Il faut faire attention. Justement, on ne connaît pas notre corps, justement. Il y a certains corps qui sont prédisposés, justement, de faire un cancer. Une fois qu'on leur apporte le facteur de risque, facteur déclenchant. Donc, il aura un développement. Par exemple, pour le cancer du sein. Oui. Pour le cancer du poumon, par exemple, c'est le tabac. Le tabac, le tabac qu'il soit achiqué ou la cigarette. Et même la chicha. Et même la chicha. Bien sûr. Parce ou qu'il soit actif ou passif. C'est-à-dire même les gens qui fument... Ah, mais redites-moi ça, parce que vous savez, ici, on a des fumeurs qui vous obligent ils fument devant vous et quand on leur dit ça leur plaît pas, non, il ne faut pas fumer dans les lieux publics. Il y a certaines études, je pense, qui disent que le tabagisme passif il est plus dangereux que le tabagisme actif. Parce que le tabagique, on va dire, il inhale et il fait ressortir le truc. Mais dans l'ambiance, justement l'entourage, la fumée de la cigarette, elle va rester. Donc, les gens qui sont placés dans cet entourage, la fumée à la maison ou les cafétérias. Alors que dire de celui qui fume et s'enferme? Là, c'est encore plus dangereux, c'est une catastrophe. Donc, pour le cancer du poumon, c'est le tabagisme. Donc, il faut l'éviter du tabac pour pouvoir être à l'abri du cancer du poumon. Le cancer du rectum, par exemple, les cancers du côlon ou le cancer colorectal, justement, c'est l'alimentation. Malgré que, théoriquement, il parle d'une alimentation qui est riche en graisse animale. En graisse animale, c'est-à-dire les gens qui mangent beaucoup de viande, etc. Mais malheureusement, ce qu'on constate chez nos patients, c'est des pauvres malheureux, c'est-à-dire c'est pas des patients qui mangent beaucoup de la viande. Je crois que c'est les graisses, les additifs alimentaires qui sont en train de... Je sais pas. Peut-être. Justement, c'est parmi les trucs ou peut-être les manques, j'oserais dire, qu'on n'a pas. En Algérie, on n'a pas notre, on va dire, études épidémiologiques propres. Oui. Parce que en général, on suit ce qui est en international, c'est-à-dire les facteurs de risque. Et souvent, on ne peut pas calquer ce qui est international sur notre population. Parce qu'on a nos propres, on va dire, facteurs de risque, peut-être, on ne sait pas. Parce qu'on a nos propres habitudes qui ne sont pas celles qui sont dans le monde entier. Et je pense qu'il devrait y avoir un jour une étude approfondie pour rechercher les facteurs de risque propres à l'Algérie et aux patients algériens. Ça, c'est moi. Oui, non, mais vous avez tout à fait raison. C'est qu'on doit donner des spécificités même à nos facteurs de risque. Parce que souvent, pour ne pas dire dans la majorité des cas, on est confronté à des patients qui nous présentent peut-être qui ne répondent pas au profil type. Même pas, qui n'ont aucun facteur de risque. Justement, parce que je parlais des jeunes femmes pour le cancer du sein, parce qu'en faisant l'interrogatoire, il n'y a aucun facteur de risque. Donc, des fois, on se demande pourquoi... une femme est touchée par tel... Justement, c'est des fois, en suivant les réseaux sociaux, etc., qu'on peut deviner des trucs. Mais réellement, on n'a pas nos facteurs de risque propres aux populations algériennes. Très bien, ça, c'est ce qu'il faudrait. C'est un domaine où on pourrait, nos scientifiques, pour aller
chercher voilà, ce qui est... voilà. Oui. Mais sinon, en termes de prise en charge de la maladie, au niveau, par exemple, du CHU de Constantine, ou dans, je crois qu'il y a une bonne prise en charge des malades. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que vous arrivez, surtout en tant que radiothérapeute, à combler toutes les demandes? Pour être... Oui, c'est vrai que c'est un peu difficile comme question, mais bon. On fait ce qu'on peut. On fait de notre mieux. Il y a une part de responsabilité, c'est les patients. C'est-à-dire un patient qui se néglige et d'une façon ou d'une autre, ou à cause d'une raison ou d'une autre, qui se néglige jusqu'à arriver à un stade tardif, même si on a les moyens, on ne peut rien faire malheureusement. Mais pour les patients qui sont assez disciplinés, ou bien assez informés, qui s'informent, qui s'inquiètent justement et qui peuvent, chez qui on peut diagnostiquer le cancer à un stade précoce, on va dire que les moyens, ça dépend. D'où l'intérêt des journées de sensibilisation, comme aujourd'hui ou comme les 2 semaines qui vont venir. Les journées de sensibilisation, quand même, c'est assez important. Parce que diagnostiquer un cancer à un stade précoce, on va dire que 80% des choses sont réglées. Si on est assuré de la guérison, pratiquement. Bien sûr, on ne parle pas de guérison en matière de cancer, on parle de rémission. Rémission, voilà. Parce que guérison, malheureusement, justement... ça veut dire que même Rémi, on reste quand même sous la menace d'une récidive. À vie, parce que, comment dirais-je, habit, justement parce qu'à n'importe quel moment de la vie, il peut revenir, même après 20 ans. J'ai vu des patients après 20 ans, malheureusement, il y a eu soit une métastase ailleurs, c'est-à-dire une récidive ailleurs, soit au niveau du site initial de la tumeur. Pour ce qui est des moyens, je vous ai dit que pour le moment, en ce qui concerne la chimiothérapie, je pense, mais je ne suis pas sûre parce que ce n'est pas ma spécialité. Maintenant, elle est disponible partout. Flapéry, les EPH, partout. Donc, normalement, les rendez-vous, ils sont assez bien, justement, proches. Donc, je pense que le problème est réglé. La chirurgie, ça dépend. Ça dépend, justement. C'est au cas par cas. C'est au cas par cas, je sais. Il y a l'étatique, il y a le privé, etc. Mais bon, il y a des manques par-ci, certains... Mais on va dire que c'est... La chirurgie dépend de l'état d'abord et de la prise en charge. Reste la radiothérapie, qui est votre spécialité. La radiothérapie, malheureusement, je parle du CHU de Constantine. Pour le moment, on fait ce qu'on peut avec les moyens du bord. On espère que les choses vont s'améliorer prochainement, Inch'Allah, parce qu'on n'a que 2 petites machines. Une machine... Mais c'est déjà 2 machines. 2 petites. Mais c'est déjà qui ne traite pas toutes les localisations, malheureusement. Une qui date de 2013 déjà. Et une nouvelle déjà installée et qu'on commence à l'explorer. Donc ça va? Inch'Allah. C'est pas l'idéal. C'est pas l'idéal. On aimerait bien plus. On aimerait bien que les rendez-vous soient dans les quinzaines, parce que le délai de traitement il est très important pour la maladie cancéreuse. Donc en espérant un jour qu'on sera dans les super délais. Pour traiter ces patients. Ce qui est sûr, c'est que nous, on fait ce qu'on peut. Non, on n'en doute pas. Vous savez, docteur, je sais que vous déployez toute votre énergie pour essayer de prendre en charge les malades, mais ce qui serait bien, c'est que les patients vous aident quand ils détectent, ils diagnostiquent ça précocement. Ah oui. Je crois que c'est ça. C'est le plus important. D'ailleurs, pour le circuit du cancer, le premier maillon, c'est justement d'abord la prévention et le dépistage. C'est-à-dire, à chaque fois où on dépiste le cancer à une phase précoce, on gagne beaucoup de temps, justement beaucoup d'argent et beaucoup on va dire, de survie, si on peut dire ça. Oui, mais on guérit mieux et on survit à cette maladie. Bien sûr. On va conclure. Ça va? C'est bon. C'est bon, on va conclure. Je vous ai laissé. Alors pour conclure, qu'est-ce qu'on pourrait dire à nos amis téléspectateurs qui nous suivent? C'est tout. Bon, pas trop les inquiéter, mais c'est un sujet assez sérieux. Au contraire, je ne vais pas les inquiéter, je vais les rassurer. Je vais juste, on va dire, les sensibiliser. Le cancer, ce n'est pas une maladie mortelle. D'abord. Oui. Je vais leur dire que à chaque fois que vous doutez de quelque chose, il faut aller consulter. Il ne faut pas avoir peur. Au contraire,
si on diagnostique la maladie à un stade précoce, certainement le parcours ne sera pas facile. Le traitement du cancer est lourd, c'est difficile, c'est pas évident. La vie avant le cancer et après le cancer, c'est pas la même chose, certainement. Mais en diagnostiquant un cancer à un stade précoce, on a toutes les chances d'être rémis et on peut revenir et retrouver une vie normale. Par contre, avoir peur et laisser les choses ou avoir un déni de la maladie ou bien, on va dire, reporter la consultation ou faire comme si j'ai rien vu ou j'ai rien palpé ou je ressens rien, au contraire, le diagnostic se fera à un stade tardif et c'est à ce moment-là justement qu'on ne peut rien vous faire. Justement, il faut donc à chaque fois avoir un doute, remarquer quelque chose d'anormal ou de plus, il faut aller consulter soit chez un généraliste, soit un spécialiste selon la localisation ou le signe d'appel. Mais aller déjà chez un généraliste, c'est le premier, puis après ensuite... En cas de symptômes. Pour la prévention, je pense pour le cancer du col et du sein, normalement, on a assez de moyens. Par exemple, pour le sein, maintenant, il y a au niveau de la casorecte, de la CNAS, etc. Il y a la mammographie, etc. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a justement tout un régime de dépistage, etc. Donc, normalement, les femmes, elles ont la possibilité d'aller faire une mammographie périodiquement avant même l'apparition de symptômes ou autres. Les cancers du col, la même chose. Une fois on est en consultation chez un gynécologue, ça ne coûte rien de faire un petit frottis ou faire un examen gynécologique justement pour voir si jamais il y a quelque chose au niveau du col, etc. Pour les autres cancers, ça dépend. Pour le cancer de la prostate chez les hommes aussi, c'est un peu plus dépicé, ça devient... C'est le deuxième cancer, en tout cas à notre service, c'est le deuxième cancer en matière de fréquence, justement. Le cancer de la prostate, c'est un peu délicat. Peut-être parce que les signes sont trompeurs, parce qu'il y a généralement des signes urinaires, etc. Et c'est pas évident. Le dépistage n'est pas évident pour le cancer de la prostate. Mais quand même, j'incite les hommes algériens à chaque fois qu'il y a justement ou bien une symptomatologie alarmante ou de plus dans la vie quotidienne, il faut aller consulter un neurologue. Comme ça, ils pourront faire un diagnostic à un stade précoce. Docteur Rouidat Haderbeche, merci. Je vous remercie. Ça s'est bien passé, ça va? Ça s'est bien passé. J'espère qu'on était bénéfique. Non, je suis sûr, vous avez donné beaucoup de choses que l'on ne connaissait pas, c'est bien. Vous avez été, ça c'est l'expérience du terrain. Bien sûr, à chaque fois vous êtes confronté à des malades et c'est bien que vous vous inquiétez, que vous poussiez votre curiosité à aller loin pour essayer de détecter les facteurs de risque. Merci Docteur Rouidat Haderbeche. Je rappelle que vous êtes radiothérapeute au CHU de Constantine. On va aller du côté de l'association WAHA. L'association WAHA qui a élaboré un programme qui a commencé il y a déjà 2 jours et qui va durer jusqu'au 15 février. Ça veut dire que ce sont 2 semaines de sensibilisation. Tout au long, il y aura un programme suivi. Le président de l'association, M. Ahmed Zembouli, va nous en parler. Il sera accompagné de la docteure Barahmia Amel qui est oncologue. Elle viendra nous donner quelques informations sur la maladie aussi. Mais je vous propose un petit reportage parce que hier nous étions présents à une journée assez particulière parce qu'on parlait de psychologie, de psychologues et d'accompagnement psychologique des malades du cancer. Reportage. C'est au cours d'une petite discussion avec Ahmed Zembouli, on parlait des différents événements. Et puis, il avait dit, donc, on va bientôt avoir le mois de février, c'est la journée mondiale du cancer, c'est la journée internationale du cancer de l'enfant. Pourquoi pas, WAHA, on va essayer de faire quelque chose. Et c'est parti comme ça. Et on s'y est mis, comment on a dit, on a commencé à construire, donc on a commencé à préparer l'événement. C'était beaucoup plus une vulgarisation des activités
au niveau de Darwaha, les différentes activités, ça part de l'accueil, de Ken, donc, et on a offert cette possibilité aux différents groupes de faire connaître à travers leurs activités la vie de Waha sur 2 semaines. En passant, hier, on a vu un état des lieux du cancer au niveau de la wilaya de Constantine. Je pense que c'est une première en Algérie où on parle d'une wilaya. Et très souvent, M. Zmouli me dit, on aimerait bien, au fur et à mesure, que les autres wilayas aussi, au lieu de parler du cancer à l'échelle nationale, on va essayer de voir chacun ce qui se passe au sein de sa wilaya. Donc c'est parti comme ça et on a fait un programme tous les jours pendant les 2 semaines. D'abord vulgarisation de ce qui se passe à Waha, les différents groupes qui vont passer, l'accueil qui va parler, les conventions qu'on a passées avec les établissements d'imagerie, de biologie, sont invités aussi à venir participer parce que ce sont nos partenaires, ils nous ont beaucoup aidés. Les différentes associations aussi de l'Est, de Guelma, de Batna, de Skikda, donc vont être présentes. On consacre aussi une journée avec un échange d'expérience pour les associations. Donc c'est un peu la vie de Waha modestement, nous disons, encore nous sommes une association jeune, on est jeune, ce matin on parlait des livres du cancer qui ont 100 ans, qui ont 110 ans, je me voyais toute petite, je dis Rabbi qaddana, Rabbi wafaqna, et on espère, c'est un début, que l'année prochaine on aura l'occasion de parler d'autres choses et de faire comme ça. Voilà, merci. Cette matinée-là est consacrée au rôle du psychologue clinicien, du psychologue de manière générale, dans la prise en charge des malades atteints du cancer. Donc, des malades qui résident ici à Waha pour des soins chimiothérapiques ou radiothérapiques. Et donc, notre rôle en tant que psychologue, c'est bien sûr d'essayer de répondre ou de prendre en charge ces malades sur le plan psychique et bien sûr et répondre à ces peurs, à leurs peurs, à leur à leur souffrance en quelque sorte. L'intervention du psychologue est recommandée dans toutes les phases du cancer. Depuis le repérage ou depuis que le malade repère les symptômes de la maladie, et surtout au moment du diagnostic. Quand, bien sûr, on annonce au malade qu'il est atteint d'un cancer. Donc les réactions du malade, les réactions de sa famille, c'est un bouleversement, une façon générale bien sûr, du malade et de sa famille. Donc l'intervention du psychologue, même lors du traitement, donc le traitement soit de la chirurgie ou la chimiothérapie, des effets secondaires, la chimiothérapie et même la radiothérapie. Donc l'intervention est fortement recommandée dans la prise en charge du malade. Par hasard, grâce à des amis, monsieur et madame Nezal, j'ai fait la connaissance de Waha et donc je suis venue exprès pour cet événement. J'ai bousculé tout mon agenda et je suis venue découvrir Waha. C'est une merveilleuse structure. Elle n'a rien à envier à qui que ce soit parce que de toute ma connaissance, je n'ai pas vu en France, il doit peut-être en exister, mais depuis plus de 50 ans, je n'ai pas vu d'association qui accueille des personnes, qui héberge des personnes et surtout quelle prise en charge. Et elle est globale et complète. De l'accueil, de l'écoute, de l'activité physique adaptée, de la restauration, et puis tout ce qui est la prévention des facteurs de risque. Et vraiment, c'est une prise en charge complète et toutes ces femmes et ces hommes ont beaucoup de chance, en tout cas, de venir et d'être pris en charge par Wafa. Donc je lui... Qu'est-ce qui vous a le plus marqué ici ? La qualité de prise en charge. Je ne m'attendais pas du tout à cela. Je ne m'attendais pas. Moi, je fais quelques missions humanitaires, mais je ne m'attendais pas du tout à une structure organisée, avec toutes les connaissances, avec la prise en charge vraiment qui est posée sur du scientifique. Voilà, c'est pas de l'artisanat.
c'est du professionnalisme. Pour moi, c'est un laboratoire pour ce qui peut faire avancer la prise en charge du cancer. Voilà, donc on regardait les images de ce que vous faites à Waha pendant toutes ces 15 jours. Là, hier, c'était une journée. Voilà, c'est une journée dédiée à la prise en charge psychologique, l'accompagnement psychologique du malade et de la famille du malade, puisque vous recevez les deux. Monsieur Ahmed Zmouli, marhaba bik. Merci. Après, président de l'association Waha. C'était tout un programme qui a été fait, mais je préfère aussi présenter la dame qui est avec nous, qui est oncologue, Brahmia Emel Marhababik. Merci d'être là. Elle ne fait pas partie de l'association, mais elle est venue une ou deux fois. C'est pour l'encourager un peu à venir. Tous les oncologues et les radiothérapeutes font partie de l'âme de Waha. De l'âme de Waha. Alors, Waha, comme on l'a toujours présenté, c'est une association qui est là depuis déjà 13 ans. 12 ans. 12. C'est la 13e année 2013. 13e année. Superstitieux, non. Non. Là, 13 ans, mais année. Et qui est active dans le domaine. Alors, vous avez choisi tout un programme. On a vu hier, c'était une des journées, mais il y en aura pendant 15 jours. Enfin, il y en a eu déjà 3, donc même aujourd'hui, c'est une journée. Oui. Et chaque jour avec une thématique précise. Oui. Pourquoi ce programme ? C'est la première fois que Waha a mis en place un programme un peu structurant et qui va devenir, nous l'espérons, annuel. C'est une sorte de bilan social. Parce qu'habituellement, comme toutes les associations, on a un bilan obligatoire lors de l'Assemblée générale, c'est un bilan comptable, commission aux comptes, etc. Moral et financier en général. C'est ça. Mais là, c'est un bilan social, donc sur 15 jours. Si on met une sorte de porte ouverte sur toutes les activités de Waha, et en même temps avec quelques activités de référence, que ce soit qui sont animées par des membres de Waha ou là par des partenaires. Donc nous sommes sur 15 jours, du 1er au 15 février. C'est une sorte de regrouper sur le même socle la journée mondiale contre le cancer, 4 février, et la journée internationale du cancer de l'enfant. Donc on organise à peu près, donc pour les événements principaux, la première journée de février, on a organisé l'état des lieux du cancer dans la wilaya de Constantine, où des spécialistes ont présenté un peu les chiffres concernant le cancer dans la wilaya de Constantine, sur la base des registres du cancer, bien entendu, qui sont gérés par le service épidémio, une sorte de bilan de 2013 à 2019 et ce qu'on peut appeler les perspectives de développement du cancer de prise en charge dans la wilaya de 2024 à 2034. Et les choses, je parle sous aussi le contrôle du spécialiste, ça se développe bien. Sur la base, moi j'ai entendu tout à l'heure notre ami de radiothérapie parler des facteurs de risque, sur la base des facteurs de risque qui existent, qui sont bien connus. C'est la réalité du terrain. Etc. Donc l'environnement, le tabac, l'alimentation, etc. Oui. Donc les choses se développent un peu trop vite. Et on a interpellé un peu présent, y compris les autorités locales, pour dire que les choses vont se développer. Il faut se préparer à la prise en charge et à l'accompagnement de cette pathologie. Bon, le cancer n'évite personne. Il peut toucher grands et petits, avec des facteurs multiples, toucher tous les organes, n'est-ce pas, docteur? Donc, oui. Ce qui est inquiétant et pas inquiétant, il y a des facteurs qui sont inquiétants, mais ce qui est bien, ce qu'on en parlait dans le premier plateau, c'est vraiment dépister précocement. Oui. Il n'y a aucun doute, c'est essayer de diagnostiquer comment se rendre compte. Bon, on en parlait, il faut bien vivre, c'est bien. C'est bien de dire. Comment bien vivre? Non, regardez, nous ne sommes pas des spécialistes. Les spécialistes du cancer, du traitement sont... Mais nous sommes un observatoire un peu local. Nous recevons beaucoup de malades. Beaucoup de malades. De cancéreux. Beaucoup de malades cancéreux, beaucoup de familles, beaucoup de patients. Sur l'année uniquement 2024, par exemple,
Waha, il y a 1141 personnes qui ont franchi les portes de Waha. On a dans notre fichier 1300 dossiers de malades de la wilaya de Constantine. Seulement. Wilaya de Constantine. Constantine seulement. Nous travaillons uniquement sur la wilaya de Constantine. Il y a à peu près 321 malades qui sont venus de toutes les wilayas de la Syrie qui ont résidé à Waha et qui ont passé 5138 nuitées à Waha. Ouais, bon, c'est une somme de... C'est important. Elle peut... Donc, c'est un véritable échantillon. Oui. À Waha, c'est très simple. Nous ne jugeons pas et nous n'accusons pas. Nous observons. Oui, bien sûr, c'est un constat. Quand on reçoit... Actuellement, on reçoit beaucoup de malades de sétif. Et on se pose la question, pourquoi? C'est très simple. C'est parce qu'il y a un problème de maintenance, ou là, il y a un entretien, ou là, il y a une pièce détachée de qui la manque, qui arrête. Donc c'est vrai que les gens se rabattent. Quand on a beaucoup de gens, des malades de CHU, ça va. Quand il n'y a plus de malades qui vont au CHU, parce que nous les emmenons chaque matin, c'est qu'il y a une question à régler au niveau du CHU, et ainsi de suite. Donc, c'est un observatoire. Et nous mettons, toutes les traçabilités, nous mettons toutes ces informations à la disposition des spécialistes pour pouvoir faire des études, tirer des conclusions. Nous, par exemple, en Algérie, on dit la dépistage mammographie, c'est à partir de l'âge de 40 ans. Oui, tout à fait. En France, on dit c'est à partir de 45 ans. Oui. On peut vous donner le nombre de femmes jeunes que nous recevons à Waha, de moins de 35 ans. Tout à fait. Nous ne comprenons pas pourquoi. Pourquoi le pourcentage de la femme jeune atteinte de cancer du sein est en train de se développer. Nous faisons simplement une observation. Le constat. C'est ce que vous faites. C'est comme tout à l'heure, le docteur Haddaouesh se posait, en tant que radiothérapeute, se posait la même question. Vous, Madame Brahmi, en tant qu'oncologue, pourquoi ça touche beaucoup plus les jeunes en Algérie? Pourquoi? Oui, on a observé ces dernières années une augmentation en termes de fréquence des femmes jeunes qui sont atteintes d'un cancer du sein à moins de 35 ans. On s'est posé la question, puis on a essayé de répondre. Soi-disant, on sait très bien que le facteur génétique il joue un rôle très important. De nouvelles mutations ont été observées, ont été étudiées récemment. Peut-être c'est la raison pour laquelle il y a cette augmentation en termes de fréquence. Mais on y ajoute aussi l'existence des facteurs environnementaux. Peut-être, docteur, la radiothérapeute, elle vous a parlé... Parlez des compléments alimentaires, des recettes, des facteurs de risque qui sont évitables. Aujourd'hui, je suis venue pour parler justement de la prévention primaire. C'est surtout ça. Comment supprimer tous les facteurs de risque pour éviter la survenue carrément d'un cancer. C'est ça, donc c'est ça notre jeu, c'est d'éradiquer, de faire comprendre les gens ce qu'ils doivent faire. Le quotidien, notre quotidien, c'est d'éviter complètement ces facteurs de risque, comme par exemple la sédentarité, l'obésité, le tabagisme, qui est vraiment un facteur de risque qui est incriminé. Donc, la cancérogénèse de plusieurs cancers. Donc vraiment, c'est des questions qu'on doit se poser, c'est des sujets qu'on doit entamer avec les gens et les faire comprendre. D'où l'intérêt des journées de sensibilisation, cette vulgarisation et surtout ce qui se fait comme Waha. Il faudrait qu'il y ait beaucoup de Waha comme ça. Nous, Waha, on attend quelque chose. Depuis qu'on a commencé, c'est comme ça. On se base, nous-mêmes, nous avons enclenché avec des spécialistes quelques études pour pouvoir travailler. Que ce soit professeur Bouatta, président de la SARP, professeur de psychologie à Bouzerria, qui nous a fait une étude sur les femmes atteintes de cancer du sein, comme Ben Arab qui nous a fait sur le reste à charge, le coût. Oui, le coût, c'est très important. Est-ce que nous devons rester sur le constat de la parole ou bien il y a des études avec traçabilité? C'est ça. Nous, on parle la même chose. Oui. Et aujourd'hui, moi, ce matin, j'ai fait un peu le tour de la presse un peu mondiale. Heureusement qu'il y a la télévision, il commence très tôt. Tout le monde parle des facteurs de risque, des trucs, etc. Mais nous, on doit se baser sur une étude pour pouvoir enclencher. Oui. Par exemple, moi, ce matin, j'entends une étude américaine qui dit
le tabagisme passif, les gens atteints de cancer par tabagisme passif, est passé de 6% à 15%. Oui. Est-ce que maintenant il y a une étude sur le cancer de la jeune, cancer du sein de la jeune femme en Algérie pour dire exactement? Est-ce que c'est... Bah oui. Nous, à Waha, ce qu'on lit, on dit ce qui est génétique, c'est à hauteur de 5%. Pas plus. Le cancer. Donc, globalement, oui. Ça favorise. Non, mais c'est 5% du taux. On dit par exemple le cancer du sein chez l'homme, c'est 1%, 2%. Donc c'est rare. Ça reste. Mais quand on a une masse qui devient chaque année, nous on a reçu des étudiantes cancer du sein. Tout à fait, oui. Est-ce que c'est génétique? Est-ce que c'est hormonal? Est-ce que c'est les compléments alimentaires? Est-ce que c'est l'environnement? On ne sait pas. Il n'y a pas d'études. Le constat, vous le faites, on est d'accord. Oui. Nous, on vous écoute quand vous faites des trucs. Le constat, mais... On écoute beaucoup maintenant avec les trucs, soit les réseaux sociaux, que ce soit les moyens de communication, les conférences, les vidéos, etc. Mais est-ce qu'il y a une étude qui nous dit c'est ça et c'est ça? On n'a pas. C'est des constatations en général. Oui, je sais. Nous, on attend. Nous, on ne peut pas le faire. Nous ne sommes pas. C'est pas notre des spécialistes. Donc, on attend qu'il y ait... Vous pouvez aider, vous pouvez contribuer, peut-être offrir. Vos données sont très importantes parce que ce qui est important, c'est d'avoir d'abord l'information. En misant, disons, nous, on a, c'est vrai, eux, ils ont, nous, on a les malades qui viennent un peu des différentes régions de l'Est. Donc, de 2020 jusqu'à maintenant, on a reçu 700 personnes qui ont résidé dans Darwa. Oui. Qui sont venus de l'Est algérien. De l'Est algérien. À Alger, sauf de l'Ouest, Mejaoudash. Donc, il y a ceux qui viennent au CHU, que vous devez théoriquement connaître au niveau de la radiothérapie. Il y a ceux qui vont à Athéna. D'accord. Que vous ne pouvez peut-être pas connaître. Mais nous, parce qu'on a un dossier pour chaque malade. On met ces informations à la disposition de tous les spécialistes qui veulent en faire une étude, même primaire, etc. Nous sommes à leur disposition, y compris pour améliorer la manière de récolter des informations chez le malade. Oui. Dr Brahimia, ça c'est important. Est-ce que ce genre de données vous aide à mieux avoir une vision globale, une cartographie de cette maladie, surtout parce que c'est bien d'avoir une carte avec les zones où il y a les zones endémiques, où il y a plus de malades. Exactement. Ça vous aide? Oui, énormément, ça nous aide. En plus des données que M. Zmouli peut nous donner, il y a les données à l'hôpital, à notre niveau. Il y a des dossiers plus complets à l'hôpital. Exactement, au niveau du CHU. C'est là où on peut trouver vraiment les facteurs de risque pour chaque malade, surtout les femmes jeunes, comme vous le dites. Des femmes jeunes, pourquoi donc il y a cette augmentation de fréquence du cancer du sein? Pourquoi il vient dans une forme agressive? Donc il y a plusieurs questions qu'on doit se poser. Est-ce que le mode de vie, il a tellement changé qu'il a vraiment modifié la génétique de l'être humain pour qu'il nous donne des cancers à un âge très précoce? Donc vraiment, il y a des questions qu'on doit se poser, peut-être avec nous, on peut vous faire une proposition très simple. Oui. Nous avons déjà fait un peu ce genre de choses avec l'épidémio. Toute étude que vous faites, nous sommes prêts à l'éditer. Bon, ça c'est bien. Par exemple, Dr Brahimia a fait telle étude. Nous sommes prêts à l'éditer, vous la communiquez, vous la distribuez en votre nom. Oui. Je sais que c'est un peu difficile. Ah oui, bien sûr, avec le nombre de malades qui avec le problème des finances, d'éditer dans le service. Nous sommes prêts. Nous ne faisons pas. Vous faites l'étude. Nous l'imprimons dans une brochure. Et vous la mettez à la disposition, bien sûr, de tous. Quand il y a la traçabilité, quand c'est une étude qui est faite, qui est imprimée, qui est distribuée, les gens travaillent sur cette base, sur un document officiel de spécialistes. C'est comme l'étude, le coût, l'étude économique. Le coût privé. Il y a même, on a fait avec le service d'épidémie à l'époque, le temps d'accès aux soins. Nous l'avons fait, nous l'avons édité, nous l'avons distribué. Très bien. Ils ont pris ils ont travaillé sur les dossiers du CAC de Constantine et du CAC de Batna. C'est une étude qui a été faite, je pense, pilotée par les professeurs, par des résidents, par des spécialistes. Ils ont édité. Nous l'avons imprimé. Nous l'avons édité. Monsieur Zmouli, ce qui est bien, c'est que quand vous parlez d'édition,
vous ne faites pas seulement qu'éditer les études scientifiques, mais aussi les expériences des malades. Et en poésie en plus. Oui, ça c'est bien, ça rentre dans... Waha, c'est très simple. Elle connaît les choses mieux que moi. Elle connaît beaucoup peut-être d'établissements spécialisés à l'étranger. Oui. À l'étranger, quand vous allez dans un centre de cancérologie, vous avez deux chemins. Le chemin des soins médicaux. Consultation, diagnostic, radiothérapie, chimiothérapie, radiothérapie, curithérapie, etc. que vous connaissez très bien. Je ne fais que répéter son contrôle. Hein. Mais ils ont en même temps, dans le même établissement, ce qu'on appelle le chemin des soins des supports, qui sont très importants, que ce soit pour la rémission ou pour la guérison de certains cancers. On peut parler de guérison de certains cancers. Il y a les deux. Et les institutions, leurs trucs s'organisent pour accompagner le malade dans ces deux dimensions. Aujourd'hui, dans nos établissements, ce n'est pas pour critiquer, c'est le constat, nous sommes nés dans la grande crise de cancérologie 2011. Oui, c'est... Où la radiothérapie était arrêtée parce qu'on faisait avec le cobalt, il fallait l'arrêter, il n'y avait pas les médicaments. Nous sommes nés, moi, quand je compare la naissance de Waha, 5 novembre 2011, et aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se sont développées. Beaucoup de choses qui se sont développées. Et heureusement, dans le bon sens. Il n'y a pas de chemin de soins de support actuellement dans les structures hospitalières. Parce que ça demande des moyens. Nous ne faisons que ça. À Waha, c'est pas... Vous ne vous occupez pas de la thérapie, de tout, c'est pas de soins. Voilà. C'est pas simplement ça. Nous ne sommes jamais intervenus auprès de nos amis du CAC pour leur dire il y a tel malade, si vous pouvez, parce que nous savons il y a une chronologie, il y a un truc, etc. Jamais elle peut en témoigner, tous les médecins peuvent en témoigner. Non, ça c'est... Mais nous faisons, nous mettons les malades qui viennent dans de bonnes conditions pour quand ils viennent pour la radiothérapie ou la chimiothérapie, ils sont plus à l'aise. Oui. Nous essayons à Waha de développer le chemin des soins de support. Ça va de l'accueil. Nous, dans l'espace d'accueil, on a un petit, je le dis, c'est pas anecdotique, mais c'est important. Il y a un petit comptoir, il y a de l'eau, il y a du café, il y a des fruits. Parce que nous savons que le citoyen algérien, là où il va, il n'est pas reçu avec de l'eau ni avec un sourire, etc. C'est déjà ça, le bon accueil, c'est très important, de se sentir à l'aise. Elle est spécialiste, elle demande régulièrement à ses patients de faire par exemple un contrôle régulier, chaque 3 mois. Il faut faire l'IRM, il faut faire le scanner, les analyses, etc. Tout cela se fait à l'extérieur. Et ça coûte très cher. Très très cher. Nous avons fait un voyage exploratoire chez tous nos amis, et je leur rends hommage aujourd'hui, les centres d'imagerie, de laboratoire. Vous avez tissé un réseau. Nous leur avons dit, on n'a pas d'argent, mais on a des malades. Est-ce que vous pouvez, chacun nous donne un scanner gratuit par mois, IRM, les analyses, et durant l'année 2024, 1012 malades ont bénéficié de 3638 actes gratuits. Oui. Ça va de la radio, IRM, l'imagerie, les laboratoires, analyse médicale et médecins spécialistes. Nous avons à peu près 118, ce qu'on appelle convention de solidarité citoyenne. On le fait pour le malade, parce que c'est un problème de coût, ils n'ont pas les moyens, mais déjà. Et en même temps, nous les mettons dans de bonnes dispositions pour que chaque 3 mois, ils vont chez le spécialiste pour leur dire ce qu'on a fait comme analyse pour le contrôle. Ils leur disent ça va, etc. etc. Donc, nous faisons l'écoute. Elle sait que c'est très important. Oui, l'écoute. On a développé. Maintenant, on a l'écoute. C'est des groupes de parole d'échange. L'écoute collective. On a l'écoute collective femmes. Ça, c'est très bien. L'écoute collective hommes. Oui. C'est 2 séances par semaine. Et on a l'écoute psychologique individuelle avec 2 psychologues. Une séance le lundi après-midi et une séance le mercredi après-midi. D'autres choses qu'on a développées depuis maintenant 1 année et demie. Ouais, j'allais justement vous proposer. Donc on a mis en place un espace, l'activité physique adaptée. Et là, moi je vois... On salue Manina, la coach. Moi je m'appelle Manina. Vous connaissez... Moi j'apprends, hein. Moi je suis économiste de formation. Je sais qu'il y a le lymphodème. Oui. Et je sais qu'avec Manina, au bout de quelques séances, les malades se rendent compte que le lymphodème se réduit. C'est extraordinaire. Ouais. Et on a
des séances, c'est 2 fois par semaine aussi. Et on a développé aussi l'art-thérapie avec Malha. C'est de beaux prénoms. Hein. Et on voit les malades qui sont vos patients. Oui. Elles peuvent passer 2 heures à 3 heures en train de dessiner, de colorier, et elles oublient complètement la maladie. Et c'est très important. Pas simplement. Il y a certains qui nous disent, dans la maison, on nous considérait, c'est comme ça, c'est l'organisation familiale en Algérie, qu'on savait faire 2 choses. On savait faire la bouffe, on savait faire l'hygiène et le ménage dans la maison. Mais on découvre, en fin de compte, on a d'autres capacités. On sait dessiner, on sait colorier. Et donc, c'est pour dire que grâce au cancer, il faut maintenant le considérer comme une maladie chronique. Grâce à celui-là, elle développe autre chose chez elle. Oui. Moi, je vais vous relayer, puisque bon, vous avez cité le sport, l'art-thérapie, mais il y a moi, j'ai fait une petite visite à l'atelier de couture qui est excellent. Et pas l'atelier de couture, l'atelier des petites mains du docteur. Des petites mains. Alors, les petites mains de Waha, c'est ce qu'ils font les grands stylistes ailleurs. Mais là, juste, alors, c'est un petit détour dans un petit atelier qui est dans la structure de Waha, qui est très beau à voir. Écoutez enfin, voilà, on s'est rendu et regardez ce qu'on a ramené comme image. مدام ياسمين علوي متطوعة في جمعية واحة عندي دوك 6 سنين وبدينا نحكموا هنا تاع لي فيشي دي مالاد لا سيدي ومن بعد جاتنا الفكرة تاع نخدموا لي بروتيز مامير سانتيتيك بدينا دوك عندنا 1.5 عام حنا بدينا نديروا فيهم بلوس لي كوسان كور ثاني باش يعاونوا لي نحيو سيدير لو سان ماستكتومي تاع لو سان و اون ميم طون حلينا صديق درنا اقتراح دي كيرماس نبيعوا نخدموا حوايج منا ريسيكلاج كروشي والمدخول تاعهم نديروا بهم لا ماتيغ بروميير تاع لي كوسان اي لي بروتيز فوالا خاطرش نمدوهم باطل وحنا لا كوفرتور تاع لا كيرماس باش نديروا بها لا ماتيغ بروميير ولحد الان دوك صديق نطوروا كاين اخوات يعاونوا فينا مرضى كو سوا هادو كيما هادو اخوات اللي باتوا هنايا ومرض هم يجيو يعاونونا يخيطوا اللي يحشوا المخاط لي كوسا يحشوا لي كوسا لي بروتيز وصدقوا كاينين دي بينيفول ا دوميسيل نعطيهم يخدموا لنا الدار ويجيبوا لنا كو سوا دي تريكو ولا قماشات يخيطوا لنا ويجيبوا لنا صدق هكا يعاونونا لي جون ثاني منهم من يجيبوا لنا دي تيسو يجيبوا لنا لي زاكسيسوار هذوك اللي نديروا نخيطوا بهم هذو لي ميرسوري يعطونا ثاني هذو لي زاكسيسوار نعاونوا بهم باش اللي كان وربي يقدرنا ان شاء الله وان شاء الله احنا ماذا بينا اعانه من الجميع ان شاء الله يوقفوا معنا وصدقوا احنا المهم سي المريض اللي ساتيسفي. Petite visite fortuite, voilà. Qui a été suite parce qu'on discute beaucoup avec les malades, surtout sur le cancer du sein, et quand il y a l'ablation, les prothèses mammaires industrielles sont lourdes, sont coûtent cher. Contraignantes. C'est 35 000 dinars, 3,5 millions, soutien-gorge spécial, c'est en tous les cas. Et ça se passe partout dans le monde. Hein. Oui. Donc cet atelier qui est animé essentiellement par des malades qui viennent chez vous le matin faire la radiothérapie ou la Athéna et elles viennent en courant pour l'atelier. Et elles font des prothèses mammaires externes, très simples, ça coûte pas cher, et des coussins, ce qu'on appelle, ce qu'ils mettent un peu sur le bras pour ne pas faire mal. Il y a même un truc spécial qu'on fait pour le service pour la ceinture sécurité pour la voiture, les propositions. Ouais. Et durant l'année 2024, il a été distribué 1077 prothèses mammaires. Gratuites. Et 514 coussins cœur. Ah. C'est bien. Donc, ce genre de prothèse mammaire externe, et actuellement, ça s'est développé à droite.
Gelmat, ils sont venus chez nous maintenant, ça existe à Smha. Il y a des gens qui font comme activité privée, ils les vendent. Oui. Nous, on les donne. Ils nous ont ramené quand même quelques coussins pour les femmes. On ramène. Oui. Ça existe en France, ça existe au Canada, ça existe partout dans le monde, partout dans le monde, etc. Et nous, c'est en même temps une activité pour les malades. Donc elles viennent, c'est celles qui font le dessin ou l'activité physique. Et en même temps, c'est très utile pour les femmes malades atteintes de cancer du sein. Ça doit être quelque chose de bénéfique, hein, sur la prise en charge du malade, docteur. Oui, ça fait partie de la prise en charge beaucoup plus psychologique que... Ça, c'est l'accompagnement. Oui, c'est l'accompagnement, comme M. Zmouli a parlé déjà. Bon, c'est une chose qui m'a vraiment plu, le fait qu'il a parlé des soins de support. Ça, c'est important. On a de grandes lacunes en Algérie, des soins de support. L'accompagnement du malade, que ce soit durant la maladie ou après la maladie. C'est vraiment, c'est dur. Ce qu'il est en train de vivre en intercure. Nous, on voit le malade le J1 et le J21. Et on veut que le malade soit en bonne santé. Et pendant les 20 jours, il est livré à lui-même. Non, après. Exactement. Après, il est livré. Après, alors, pour cette idée, nous lançons prochainement, avec toutes ces activités, deux qu'on estime importants. Ils sont importants comme soins de support, les soins du corps, comme ça existe partout. Parce que la première chose qu'un malade ou qu'une malade ne veut plus entendre parler, c'est de son corps. Il lui paraît, il a lâché, il a trahi, etc. Et beaucoup d'experts, nous on se base sur ce qui écrit beaucoup d'experts, oncologues, radiothérapeutes, psychologues, médecins, ils disent quand le patient ou la patiente malade commence à prendre en charge son corps, le chemin vers la rémission est meilleur. Nous allons le lancer prochainement et nous allons lancer ce qu'on appelle les séjours de répit. Parce qu'actuellement, ceux qui bénéficient le plus de la restauration, de l'hébergement, nous avons des chambres individuelles, avec douche, avec trucs, etc. Donc, c'est vraiment un centre d'accueil qui est vraiment la restauration, l'espace spirituel, les activités physiques, c'est surtout les malades qui viennent des autres régions. Oui. Le malade Constantine, c'est celui qui vient pour prendre pour faire un scanner. On donne aussi des bons d'achat quand les possibilités se font pour aller faire des courses. Pour aider le malade. ILEF. On aide même, on participe aussi à la participation au paiement de la facture de son gaz, mais c'est très organisé. On aide le malade un peu sur tous les plans. On lance le 6 jours de répit pour les malades de Constantine. Parce que d'après le professeur Bouatta, quand elle a fait l'étude, elle nous a dit le gros problème. Elle, c'était la femme cancer du sein, mais on peut généraliser. Le gros problème du patient, de la patiente, c'est à l'intérieur de la maison. Exactement. C'est pas à l'extérieur. Ouais. Donc, il leur paraît fatigué. Il a fait la radiothérapie, la chimiothérapie, non, le malade reste toujours avec de la fatigue. Par exemple, la femme cancer du sein, mais ça, ils ne comprennent pas. Ça leur... Nous, on lance, des fois, on a des lits un peu vides durant la semaine. Donc, on a une capacité de 84 lits. Quand elles se sont fatiguées ou là ils se sont fatigués, ils peuvent venir passer quelques jours. Se reposer. Ça, c'est après le traitement, etc. Il vient, il est hébergé, il est restauré, il y a toutes les activités, il participe. Quand il se ressource et se met en place, il rentre chez lui. Que ce soit pour la femme malade, pour l'homme malade, ou bien pour l'enfant malade qui vient avec ses parents. Et ça va être lancé donc durant ces 2 semaines, cette activité, cette manifestation qui, je vous rappelle, dure pendant 15 jours. Et oui, c'est une sorte de porte ouverte. Voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est des journées portes ouvertes. Durant l'année, pour te donner une idée, durant l'année, je vais te donner 2 indicateurs, ce n'est pas des chiffres. Nous avons, pour la restauration, servi 28 911 repas. Durant l'année. Durant l'année 2024. Et durant l'année 2024, parce que ce qu'on offre aux malades, en nature, nous, on le valorise. Oui. Que ce soit les bons d'achat, les IRM, les trucs, l'hébergement. On a valorisé, on a une cellule spéciale. Le tout a été offert pour les malades, que ce soit de Constantine ou là qui viennent d'ailleurs, l'équivalent de 4 milliards 300 dinars de centimes. Comme offre en nature. C'est important. C'est très important. Oui, en hébergement, en restauration, en transport, en bien sûr, achat, le tout. En prothèse mammaire, en coussin cœur, etc. Donc en tout cas, ce que vous faites,
c'est très important. Et depuis 12 ans, là, je crois que l'association a pris de l'ampleur. Elle est structurée, elle a des structures d'accueil. Bon, je ne sais pas, parce que là, bon, le temps nous presse un peu. Vous savez, on s'en met beaucoup de temps. Qu'est-ce qu'on pourrait dire, M. Zmouli, avant de peut-être de donner la parole à Brahmiya Ahmed, docteur, pour conclure, parce qu'on va se revoir, Inch'Allah, dans 15 jours, pour faire le bilan. Mais d'ici là, qu'est-ce qu'on peut encore ajouter pour nos amis qui nous suivent? J'espère que dans les 15 jours qui vont venir, surtout ça va être en repère avec le 15 février. 15 février, c'est on aimerait bien parler à ce moment-là du cancer de l'enfant. Inch'Allah. Parce que je vais te dire pourquoi. Ouais. Elle connaît mieux l'hôpital que moi. Le cancer de l'enfant, il n'y a pas de service spécialisé en copédiatrie. Le CHU de Constantine, ils ont quelques lits dans le service de pédiatrie. Exactement, tout à fait. Ouais. Donc, il n'y a pas de structure spécialisée, à part un ou deux en Algérie, que ce soit public ou privé. Ouais. Et donc... le projet existe, le projet d'une construction... Et je te donne un exemple. La leucémie dans le monde, par Rémi, guérit à hauteur de 90-95%. La leucémie. Le 15, on peut vous donner quelques indicateurs sur ce qui se passe en Algérie. C'est les mêmes molécules, c'est les mêmes médicaments. Peut-être il y a le retard de diagnostic. Peut-être il n'y a pas un établissement spécialisé, peut-être, etc. Et là, les enfants ont aussi le droit d'avoir leur... Même si c'est à peu près 1400 à 1600 nouveaux cas par an en Algérie, ils ont le droit d'avoir une structure. D'avoir une structure qui les prend en charge, un diagnostic, etc. Parce que pour un enfant qui est âgé entre 2 mois, 6 mois, 1 année, 2 ans, les parents sont prêts à vendre leurs biens, leur maison, leur voiture. Pour l'adulte, ils peuvent, mais pour l'enfant, moi j'en connais qui ont vendu tout pour la prise en charge de l'enfant. Tout à fait. M. Ahmed Zmouli, j'espère que le 15 février, enfin le 15 au jour du 15, 16, je ne sais pas, je crois que ça sera le 17, on parlera de ce projet de construction d'un hôpital pour les enfants. Docteur Brahmiya, pour conclure, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Aujourd'hui, on s'est réunis à l'occasion de la journée internationale, donc la journée mondiale du cancer, de lutte contre le cancer, qui a été établie au départ par l'UICC, donc qui est l'Union internationale de lutte contre le cancer, en collaboration avec l'OMS. Donc, ce que je peux dire, c'est qu'il faut renforcer vraiment, il faut unir nos efforts pour éradiquer donc cette maladie, parce que 80% du cancer, on peut l'éradiquer en évitant tous les facteurs de risque, en s'éloignant des facteurs de risque. Donc, on doit garder ça en tête. La prévention primaire, elle reste une priorité. Et puis, le dépistage. Merci beaucoup, docteur Brahmiya Ahmed. Je rappelle que vous êtes oncologue au CHU de Constantine. Merci, monsieur Ahmed Zmouli, président de l'association Waha. On se donne rendez-vous dans 2 semaines, Inch'Allah. Merci de nous avoir fait le plaisir de venir ce matin parler d'une maladie qui est quand même assez sérieuse et dont la prise en charge nécessite une plus grande attention. Je sais que vous êtes un féru du Melouf. Je vais vous offrir un petit passage de un grand monsieur qui est toujours là, Chérif Zahrar. يا محمد يا حبيب ربنا الفتاح ملا صلى عليك ملا صلى عليك عكسول الإيمان باسمك بديت يا خلاق باسمك بديت يا خلاق يا باسط العطاء يا واحد يا دايم أنت الكريم الرزاق أنت الكريم الرزاق
هدى لطيب الأخلاق بطر الفطور نمجد نبيل خاتم ننظر مقامه بالأرماق تهني يا مول عايم ننظر مقامه بالأرماق Voilà, bâton rompu, parce qu'on discutait avec mon invité qui est le directeur de la formation professionnelle, M. Djoudi Rafiq. Marhaba bik, d'abord, merci de répondre à notre invitation. Allah yahnik, merci pour l'invitation. Voilà, parce que les inscriptions pour la deuxième session de l'année, il y a une session au mois de septembre, octobre, et une session au mois de février. Voilà, c'est les deux sessions. Vous avez ouvert les inscriptions, se déroulent. Voilà comment se déroule l'opération, comment ça va d'abord, comment est la situation de la formation professionnelle à Constantine. Merci pour l'invitation. C'est la moindre des choses. Le secteur de la formation professionnelle au niveau de la wilaya de Constantine, au niveau de l'infrastructure, il est mené de 18 CFPA, centres de formation professionnelle, et 6 instituts nationaux spécialisés dans la formation professionnelle. C'est quand même, ça fait un réseau quand même assez important. Oui, l'infrastructure, elle est quand même assez conséquente. Voilà, pour aussi, on a capacité d'accueil d'internat, 12 internats, capacité de 932 lits, capacité Lahiberg. Ça fait... aussi, on a 22 écoles privées agréées par l'État. Dans l'ensemble de capacité, 7950 places pédagogiques au niveau de... C'est presque une université, 7000 places pédagogiques, c'est très important pour la formation professionnelle. Grâce aux responsables de la wilaya, qui, bien sûr, l'effort a mené de M. le Wali, les rafaqna, l'infrastructure au niveau de la wilaya. Voilà, ça quand même 7000 places pédagogiques. Et qu'est-ce que vous offrez comme spécialité, par exemple? Cette année, est-ce qu'il y a par exemple, pour cette session, est-ce qu'il y a de nouvelles spécialités? Bon, il y a une classique, bien sûr, comme l'électricité, le froid, mais est-ce qu'il y a de nouvelles? Pour les offres de formation de la rentrée février 2025, il y a un total de 8738 places pédagogiques, diversifiées avec les modes et dispositifs qu'on a. Par exemple, la formation initiale présentielle, c'est 900 places pédagogiques. Formation au mode d'apprentissage, 1530. Places pédagogiques et les dispositifs qualifiants aussi, ainsi que femmes au foyer, formation qualifiante initiale, catégorie particulière. Dans l'ensemble, on a 8738 places pédagogiques. C'est-à-dire formation à domicile, vous prodiguez des formations pour les femmes... Femmes au foyer. Au sein de l'établissement. Ah, d'accord. Oui. Pour les spécialités, sûrement couture, bien cuisine traditionnelle, etc. Ça, et les formations présentiellement, qui sont obligés de venir chaque jour, mais il y a aussi des formations à distance. À distance, comment ça se passe exactement? À distance, c'est le dispositif de CNEFD.
كاين le centre national de formation à distance qui font les offres de formation pour les spécialités à distance. C'est-à-dire que moi je peux continuer à faire mon travail ici et être formé en même temps dans plusieurs spécialités, ça c'est bien. Ouais. C'est pour le monde professionnel, c'est ça, c'est pour les gens déjà. Oui. Et aussi pour les nouveautés de la session février 2025, le ministère de la formation professionnelle a adopté une c'est le zéro papier pour l'inscription de la rentrée février 2025. Alors la numérisation touche la formation professionnelle, c'est-à-dire que plus de papier, plus de dossiers, tout se fait par le site tekwin.dz. L'intéressé ou bien le demandeur de formation يروح غير يسجل ويدير compte personnel ويسجل في la spécialité اللي يحب. يدخل juste le site ou يدخل là. Le site c'est www.tekwin.dz. D'accord, on n'a plus besoin de se rendre chez vous, ni je les papiers, ni déplacer, rien du tout. Rien du tout. Ça vous facilite, ça c'est peut-être pour ça enlève beaucoup de tracas, recevoir les dossiers, les traités, là c'est. Exactement, et pour faciliter les demandeurs de formation, ils se même à domicile. C'est à partir de son téléphone, même pas, donc c'est plus. Oui, ça aide beaucoup. Et est-ce qu'il y a beaucoup de flux? Il y a un flux, il y a beaucoup de demandeurs de la formation. Oui, exactement. Jusqu'à maintenant, on a 2700 inscrits. Ou Mazel, le délai d'inscription, jusqu'au 15 février. D'accord, ça fait quand même qu'il reste 2 semaines pour ceux, et bien sûr, toutes les spécialités Kainin, il faut peut-être en citer quelques-unes, mais je ne sais pas si vous... Je ne sais pas, l'énergie solaire Kaina maintenant... Toujours. Parce que ça fait... On a les équipements, parce que il y a des conditions de formation, il y a l'enseignement, plus le programme et l'équipement, les lazmikoun indispensables. Tout à fait. La wilaya, ou bien les structures de la wilaya, les établissements, au niveau des établissements, il y a 194 équipements technico-pédagogiques. Fait les différentes branches et spécialités aussi. Donc, l'utilisation des équipements, ça doit être obligatoire par les gestionnaires de l'établissement. Tout à fait. Et les demandeurs de formation, chacun de son choix, ça dépend de la branche ELE, l'électrique, par exemple la charité, l'hôtellerie et la restauration. Toutes les spécialités, on a la nomenclature. Combien de spécialités? Il y a 495 spécialités. Ça fait beaucoup. Bien sûr. Mais est-ce qu'il y a une spécialité qui est plus demandée que les autres, par exemple? Il y a plusieurs branches. Chaque branche a plusieurs spécialités. Ah, d'accord. Qui a été sollicitée pendant les années. Je veux dire, est-ce qu'il y a une demande vers une spécialité, par exemple? Est-ce que la coiffure est très demandée? Parce que c'est très à la mode. Je vois beaucoup de coiffeurs ouvrir. C'est une des tendances ces dernières années. Je cite pour l'exemple là. Bien sûr. Notre orientation vers les spécialités, c'est toujours les spécialités techniques. Où le والطلب التنمية اللي كاينة في البلاد. C'est vrai qu'il y a un développement, il faut suivre. développement كبيرة surtout هنا في ولاية قسنطينة. وبدا بنا aussi l'orientation تاع مسيو الوالي aussi كاينو اللي حثنا على انه لي سبيسياليتي هذم لازم تكون تكنيك سيرتو لي سبيسياليتي تكنيك لازم نعطيو لها اهتمام. Comme Constantine est un pôle de développement pharmaceutique, je pense que vous avez une spécialité technicien, je crois, dans l'industrie pharmaceutique. Production pharmaceutique et cette session, Inch'Allah, كاين ان شوا وهنا نشكر السيد الوزير على اختياره لولايه قسنطينه على انه تكون عندنا سونتر ديكسيلونس ان شاء الله
bientôt. C'est-à-dire un centre d'excellence en produits pharmaceutiques spécialisés. D'accord, vous allez dédier un centre spécialisé pour la production. Ben oui, c'est vrai, Constantine, on a, je crois, plus de 25 unités, une trentaine d'unités de production. Dans le domaine de distribution, on a 183 sociétés de distribution. La distribution, mais je parle de la production. Et la production aussi. La production aussi, c'est énorme. Non, mais c'est vrai que Constantine est un pôle de développement de l'industrie pharmaceutique. Ça, c'est. Dans la session d'octobre 2024, aussi, dans une spécialité جديدة, il y a la production, distribution pharmaceutique. Qui est tout aussi important. Dans le mode d'apprentissage, les apprentis, plus de 135 apprentis. Quand même, c'est important. Ça, c'est pour coller au développement local, parce que vous produisez, vous formez, pour que votre produit soit trouve le travail le plus rapidement possible. C'est ça. On forme pas pour. Bien sûr, parce que le rôle de la formation professionnelle, c'est de gérer la formation des stagiaires et des apprentis, et aussi fournir la qualité de formation aussi. Alors la qualité de la formation, ça fait que tout le monde trouve du travail. Très peu chôment au sortir des centres de formation. Peu de jeunes chôment, ils trouvent toujours du travail. Surtout qu'il y a un accompagnement d'aide pour la création de petites unités. En plus, il y a les centres d'innovation. Vous avez beaucoup d'innovation dans vos centres. نعطيك بعض الإحصائيات les statistiques concernant les sortants de la formation professionnelle. Plus de 62% les راهم يخدموا déjà. Les sortants de la formation professionnelle. Alhamdoulilah, donc ça veut dire que le produit est fiable. En attendant, moi j'ai une petite interrogation, un petit souci aussi, c'est les métiers des arts traditionnels. Avant, je ne sais pas si le centre existe, mais il y avait un centre de formation dédié au métier de l'artisanat et des arts traditionnels. Je ne sais pas s'il existe toujours ou est-ce qu'il est toujours en fonction, ou est-ce que vous l'avez un peu, cette spécialité, vous l'avez un peu éparpillée au travers les centres. Oui, exactement, parce que la wilaya de Constantine, elle est connue même Bekri, la couture, la dinonderie, le domaine de plâtrerie aussi, كلش. احنا درنا notre stratégie de نعاودوا نحييو les spécialités في le domaine ou le dispositif de qualification. Parce que le secteur عنده deux niveaux de diplôme, اللي هو diplômante et qualifiante. D'accord. Au niveau de CFPA, c'est vrai qu'il y a une qualification professionnelle et un diplôme de formation professionnelle. Ça, voilà. C'est une petite différence. Diplômante يقرأ أكثر من عام. D'accord. Et qualification, ça dépend de la demande. Et aussi, يقرأ la qualification existante de 3 à 6 mois, ça dépend de la demande. Très bien. Donc, mais l'art traditionnel, surtout à Constantine, vous savez, le costume traditionnel à l'est du pays vient d'être nommé comme patrimoine mondial, donc il ne nous appartient plus, donc c'est à nous de perpétuer cette tradition et tout, donc peut-être qu'il faudrait aller dans ce sens, dans le costume traditionnel, la dinanderie, Inch'Allah, ça va venir, Inch'Allah. Très bien. Très bien. Alors, les inscriptions se poursuivent. Si vous avez un mot à lancer, parce que c'est le moment, pour ceux qui sont intéressés, ceux qui nous suivent et qui ont envie de se former, c'est le moment, je crois. Bien sûr. Bon, نقولوا مازال الحال. نرجع نهضروها بالدرجة مع أولادنا وبناتنا اللي حب يسجل spécial de la rentrée février Inch'Allah 2025. La rentrée elle est prévue pour le 23, c'est ça? Le 23, la rentrée officielle. Mais les inscriptions مازال jusqu'au 15 février. ومرحبا بهم. Donc la facilité donc غير في السيت يحط غير compte personnel ويسجل ومرحبا بهم. Et après, c'est vous qui le contactez,
après il y a toute une... Non, la validation c'est automatique. C'est automatique au niveau du compte personnel تاعو اللي يدير فيه التسجيل. Très bien. Rappelez-nous le site puisqu'on arrive à la fin de l'émission. www.queen.dz. Et tout le monde est la bienvenue. Voilà. Bienvenue ومرحبا بهم. Très bien. Merci beaucoup, Rafik Joudi. Merci à vous. Voilà, vous avez éclairé un peu sur cette rentrée de la formation professionnelle. Les inscriptions durent jusqu'au 15 février. Vous avez encore, quand même, nous sommes le 4, c'est ça. Ouais, il reste quand même 11 jours. 11 jours. Ça va, mais... ومرحبا بهم حتى اللي ما يعرفش ولا حاجه نعاونوه. Ah, ça veut dire que si je ne m'y connais pas, je peux venir, oui, vous allez nous aider. Très bien, ça nous facilite un peu le travail. Merci beaucoup, monsieur Rafik Joudi. Je rappelle que vous êtes directeur de la formation professionnelle au niveau de la wilaya de Constantine et que vous êtes venu, vous étiez présent avec nous sur le plateau du Bonjour d'Algérie pour nous parler de la rentrée de la nouvelle session, la deuxième, enfin la première, c'est la première session, parce que moi, si en référence à la rentrée scolaire, c'est vrai que c'est la deuxième session, mais sinon pour l'année, c'est la première, c'est ça. Oui. Allez, merci, c'est Rafik Joudi. Je rappelle qu'aujourd'hui, nous avons fait le tour de la question, surtout pour coller à l'événement de la journée mondiale de la lutte contre le cancer. C'est vrai que le sujet est assez sérieux, mais on a discuté un peu des moyens de prévention, d'accompagnement avec, bien sûr, radiothérapeutes, oncologues, mais aussi associations d'accompagnement. Et nous avons terminé avec la formation professionnelle en espérant avoir été plus ou moins complet. En vous souhaitant une bonne fin de journée, un excellent week-end. J'espère vous retrouver, Inch'Allah, la semaine prochaine, mardi prochain, à partir de la station régionale de Constantine. D'ici là, eh bien, excellente journée. À la semaine prochaine, Inch'Allah.